Donc ce soir, c'est une conférence que j'ai nommée Maudit surpoids. Ouais. Donc, personnellement, j'ai été en surpoids au début de la vingtaine. Je pesais 275 livres. Ah, ouais. Aussi tard qu'en 2006, je pesais 255 livres. Puis là, j'ai commencé à avoir des troubles articulaires. Je n'étais plus capable de plier mes genoux. J'étais un golfeur, puis pour faire la lecture de la balle, tu green, tu mets un petit bonhomme, puis là ça ne marchait plus. Là. Ça brûlait ici, là, ça pliait plus. Puis les hanches, ça tirait, puis c'était rendu d'une main. Là, puis... Donc, à un moment donné, j'ai dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à suivre un régime anti-inflammatoire, et puis avec des huiles de poisson, puis programme d'exercice. Puis ça a marché, dans le sens que, à peu près 3 semaines après avoir débuté, il y avait 80% des douleurs de partie. Après 2 mois, il n'y avait plus rien. Tout était parti, mains, hanches, genoux, tout était parti. Et puis, on a une amie sur Paris qui est médecin, qui est spécialiste des troubles du sommeil. Puis quand elle a su au début, là, quand je lui ai dit, ben là, je me suis mis sur un régime, tout ça, elle m'a dit, dans 3 semaines, tu ronfleras plus. Et j'ai arrêté de ronfler parce que je faisais chambre à part avec Julie, parce que c'était trop. Ça l'empêchait de dormir. Donc, je vais vous raconter quelques anecdotes quand j'étais en surpoids. Je jouais au hockey. Puis là, pour attacher mes patins, là, ouais. j'avais une bedaine. Là, Ouais. là, je faisais comme si on plongeait dans une piscine. OK. Tu t'es fait cher. Oui. Puis, là, je disais à Julie, Colin, on dirait que les compagnies de bobettes, ils font plus des bons élastiques. Slip pour mes amis français. Ouais. Puis voilà, j'avais... c'est comme si je me cachais que j'étais en surpoids, puis tellement pas dans l'acceptation que ben voilà, j'étais rendu à prendre une autre taille de bobette, puis je voulais pas. Alors... personnellement, j'étais gêné, je me jugeais, j'avais honte de mon surpoids. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose, bien malgré moi, je l'ai fait, là. Franchement, je ne sais pas si j'aurais fait, si j'aurais pas eu mes problèmes arthritiques. Mais bon, par la force des choses, je me suis dit, bon, ben là, à 45 ans, je suis organisé comme ça. À 55 ans, c'est quoi? Un fauteuil roulant? Donc, j'ai choisi de m'y mettre. Et puis, je dois admettre que ça a longtemps été un combat avant que je puisse me stabiliser. Ça a pris des années. Donc, je ne me considère pas meilleur ou moins bon qu'une autre personne. Je me dis, il faut être patient. Il y a une histoire il faut déprogrammer des choses. Il faut déprogrammer des comportements alimentaires. C'est pas facile. Non, c'est pas du tout facile. Mais c'est faisable. Donc, comportement alimentaire, comportement émotionnel, des réflexes d'automatisme, quand ça allait pas, je me tournais vers ce qui pouvait me réconforter. Donc, oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais ce qui se produit aussi, c'est que bien manger, quand je dis bien manger, là, vous comprenez, là, on est invité, là, puis là, la table, là, c'est l'abondance, c'est bien vu. Donc,
socialement, c'est comme s'il n'y a pas d'opposition, un peu comme aujourd'hui, par exemple, la cigarette. Là, si quelqu'un arrive à quelque part, puis à l'intérieur, et il s'allume une cigarette, puis il va avoir tous les regards qui vont se tourner contre lui de désapprobation. Tandis que la nourriture, c'est encore, socialement, c'est bien vu. Donc, on est moins incité, je dirais, à y aller, malgré que on ne s'aime pas nécessairement, en tout cas moi, là, quand j'étais en surpoids, je me regardais dans le miroir, puis voilà, je me jugeais, j'étais déçu de moi, je me disais, voilà, tu peux aller à un poids santé, tout ça, mais il y avait tout ce qui se déroulait comme activité, si vous voulez, à l'intérieur de moi qui faisait que c'était comme, moi, personnellement, je peux dire que j'avais une dépendance à la nourriture. Donc, je faisais des efforts, je baissais de poids, puis hop, ça repartait de l'autre côté. Puis souvent, ça montait plus que ce que j'avais perdu, puis voilà. Donc, un peu en yo-yo. Alors, moi, je faisais un conflit de silhouette. Hein? Vous voyez l'image, là, la dame, là, elle est taillée au couteau, puis on dirait qu'elle a un miroir qui amplifie. Alors, le conflit de silhouette, c'est pas juste une question d'être en surpoids, puis de se voir gros. Il y a des personnes qui sont taillées au couteau et qui se regardent dans un miroir et qui se voient obèses. Donc, c'est bel et bien pour dire que c'est la perception que nous avons qui va déterminer ce qu'on va voir dans le miroir. Maintenant, la raison pourquoi je dis ça aussi, c'est que même si une personne est en surpoids, elle peut se regarder dans une glace et elle n'est pas obligée de se dévaloriser, de se juger, elle n'est pas obligée de s'en prendre à elle-même puis de se faire quelque part violence, voyez-vous. Donc, évidemment, les standards de notre société qui sont, je dirais, dictés par la mode, par les grands magazines, Voilà, on voit des photos de femmes taillées au couteau, à la limite anorexiques, voyez-vous. Puis souvent aussi, les photos sont retouchées, c'est ça qu'il faut se dire, parce qu'avec Photoshop, aujourd'hui, tu peux faire... Tout le monde est beau. Ouais, tu peux faire croire à n'importe qui ce que tu veux en modifiant les photos. Donc, c'est quelque chose dans la société où l'image est très importante. Et franchement, qu'une personne soit petite ou qu'elle soit obèse, si elle le fait pour l'image, elle est en difficulté. Elle va se mettre en difficulté parce que quand on le fait pour l'image, on le fait pour les autres. Donc, quelque chose d'extérieur à nous, alors il y a automatiquement une forme de dépendance. Moi, ce que j'ai compris dans mon évolution personnelle, le jour où je l'ai fait pour moi, c'est là que ça a marché. C'est là que ça a marché, puis c'est là que ça l'a tenu. Ou avant, je le faisais, mais vraiment pour une image, parce que j'avais honte de moi, mais la honte que j'avais, elle n'était pas de moi par rapport à moi. Je m'imaginais que les autres me jugeaient parce que j'étais en surpoids. Donc, la silhouette est quelque chose d'important. Je pense que d'avoir un poids santé, c'est mieux. Parce que en surpoids, il y a certaines maladies qui sont causées, du moins notre capital santé, si on est en surpoids, n'est pas
ce qu'il devrait être, par exemple, si on aurait un poids santé. Donc, mais l'idée dans tout ça, c'est qu'il faut comprendre que la perte de poids ou la prise de poids, elle est dictée par trois choses. Elle est dictée par la manière de nous alimenter. Elle est dictée par est-ce qu'on fait de l'exercice, oui ou non. Et elle est dictée par une troisième chose qui est, disons, négligée, c'est-à-dire par les émotions qu'on vit. Parce que le surpoids est directement lié aux émotions. Et quand je parle d'émotions, je ne parle pas juste qu'une personne peut vivre aujourd'hui dans sa vie, mais je parle de ce que la personne a vécu dans son enfance. Et que forcément elle s'est programmée avec, ce qui veut dire qu'elle traîne encore ces programmes-là aujourd'hui. Les programmes de l'enfant, on est devenu adulte, on ne s'en rend pas compte, on traîne ces programmes-là. D'accord? Donc, enfant, on ne s'est pas aperçu, parce que enfant, je veux dire, on n'a pas la capacité de raisonner. On a vécu des choses, oui, en tant qu'enfant, on se souvient que ça a été difficile, mais quand on était enfant, on n'était pas en mesure d'expliquer qu'est-ce que c'était. Donc, les émotions sont importantes. Maintenant, avant d'aller aux émotions, on va parler de nouveau de la silhouette pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait qu'une personne va engraisser, puis qu'est-ce qui fait que tantôt elle est en mesure de maigrir ou qu'elle va prendre encore plus de poids. Il se passe des choses. Mais il faut comprendre, là je vais vous donner des exemples à partir du monde animal. Donc, vous avez deux chiens qui se rencontrent. Il y en a un qui a peur. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement s'il a peur? Il redresse les poils sur son dos. En redressant les poils sur son dos, ça change sa silhouette. Il a l'air plus gros, plus haut. Il va montrer les dents. Donc, on comprend que ce sont des stratégies d'intimidation. C'est-à-dire que s'il peut redresser ses poils suffisamment, avoir l'air suffisamment menaçant en montrant les dents, l'autre, s'il fait assez peur à l'autre, l'autre n'osera pas. Voyez-vous? Mais pour intimider, il a fallu qu'il change sa silhouette. Une autre chose, les ours grizzlies. Les mâles, s'ils ont une chance, vont dévorer les petits grizzlies, les bébés grizzlies. Donc, la mère les protège. Et là, la mère peut être nettement plus petite que le grand mâle, mais elle est prête à mourir pour défendre ses petits. Alors, le grand mâle essaie de s'approcher des petits, et là, la mère fonce sur lui. Et là, le grizzly se retourne et il fait comme ça. Donc, il élargit ses jambes. Donc, on appelle ça la marche du cow-boy. Et le grand mâle fait ça pour intimider la femelle, pour pas qu'elle fonce plus sur lui, mais à la limite qu'elle l'attaque, parce que ça arrive. Les cow-boys, donc là on arrive aux êtres humains. Les cow-boys, c'est pas par hasard qu'ils ont ce qu'on appelle les chaps en cuir. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air imposants. C'est pas par hasard que les pistolets
sont de chaque côté, parce que ça fait encore... Et de la même manière que quand ils vont chercher les pistolets, ils ont les bras comme ça. Voyez-vous? Donc, si j'ai les bras comme ça, c'est à cause que je suis très musclé, donc j'essaie de montrer quelque chose. Alors, on voit que ce sont des trucs d'intimidation. D'accord? Maintenant, au niveau de l'être humain, alors oui, il y a l'histoire d'intimidation, donc il se peut qu'une personne, dans son enfance, qui a vécu, par exemple, une certaine forme de violence, c'est pas obligé d'être physique, ça peut être une violence verbale, mais des verbes, des paroles blessantes lancées, c'est comme un projectile, d'accord? Donc, une des solutions que le cerveau possède, c'est que la personne se crée une protection. Alors, la seule solution que détient le cerveau, là on va parler de solution parfaite du cerveau, la seule solution que détient le cerveau, c'est que la personne s'enrobe. Donc, pour s'enrober, ben voilà, on le fait avec de la graisse. Non seulement c'est pour se protéger, mais la silhouette changeant, c'est aussi la solution parfaite du cerveau pour intimider, même si la personne a peur, là. Tu vois, même si elle est victime ou elle a peur de la violence, la taille de la personne, donc si elle s'enrobe par protection, ça sert aussi en même temps d'intimidation. D'accord? Mais il y a aussi une notion d'abandon. Se sentir abandonné, se sentir rejeté, avoir l'impression d'être invisible dans le sens où on est parmi un groupe où l'enfant est parmi la famille, puis il y a l'impression que toute l'attention va aux frères et sœurs, aux autres, puis c'est comme si la personne a l'impression, on ne me voit pas. Donc, de nouveau, la solution parfaite du cerveau, c'est de « Hey, je suis ici ». Donc, si on grossit la silhouette, on n'est plus voyant. C'est la solution parfaite du cerveau pour maximiser les chances d'être vu. Alors, tout ce qui est abandon, rejet, est très important au niveau du surpoids. Puis là, il faut juste chercher à l'intérieur de soi à quel moment est-ce que, plus jeune, j'ai eu l'impression d'être abandonné. À quel moment est-ce que j'ai eu l'impression qu'on m'a rejeté. Voyez-vous? Et je tiens à spécifier que c'est pas réellement un abandon qui a pu arriver, mais une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau de la pensée, la personne, l'enfant, lui, a interprété qu'il a été abandonné, qu'on l'a laissé tomber. Voyez-vous? Donc, ça peut être aussi banal que l'enfant est là, puis il dit quelque chose, puis le parent, le parent il est préoccupé avec autre chose. Il tourne le regard, pas pour parce qu'il n'est pas intéressé à l'enfant, mais il tourne le regard parce qu'il est préoccupé avec autre chose. L'enfant est là, le parent détourne son regard, et là l'enfant il se dit, c'est comme, ben là on ne me voit pas, on ne m'entend pas, on ne s'intéresse pas à moi, je ne suis pas intéressant. Et à partir de là, à partir d'un événement comme ça, il se peut que l'enfant se mette à prendre du poids. D'accord? Donc, il y a de multiples façons. Maintenant,
ce qui est intéressant, ce que j'ai noté dans mes observations depuis longtemps, il y a deux types de graisse. Il y a des personnes en surpoids où la graisse, elle est ferme. Et il y a des personnes où la graisse, ça a plus tendance à être flasque, à être mou, à tomber. Voyez-vous? Alors, la personne que la graisse est ferme, cette personne-là, elle est plus d'un type confrontant, intimidant, dans le sens où la graisse, elle est ferme, donc conçue pour le combat. C'est comme, il n'y a pas juste de la graisse, il y a du muscle sous la graisse. Et tu as les personnes où la graisse est plus tombante, plus flasque. Là, on est avec des gens qui vont avoir plus tendance à se sentir victimes de l'extérieur, qui vont avoir plus tendance à penser qu'on les laisse tomber, qu'on les abandonne, qu'on les rejette. Donc, plus victime dans le sens où, voyez-vous, une victime, elle est dans son coin, là, puis elle ne bouge pas. Non, c'est sûr, si tu ne bouges pas, hop, les graisses vont automatiquement, les graisses vont être plus molles. Tandis que celles que c'est plutôt par protection ou défense, les graisses vont être plus fermes. Donc, ça colle vraiment au type de personne. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une personne avec des graisses fermes être dans son coin, là, puis moi je suis victime, le nez dans le nombril, puis ça va pas. Non, j'ai jamais vu ça. C'est plutôt dans les graisses fermes, la personne, on sent que voilà, elle est comme prête à se défendre en permanence. Ou dans des graisses plus molles, ben là vraiment, on a des gens, des personnes qui souvent, on va les voir en dépression. Souvent, c'est des genres de personnes qui vont faire des dépressions parce que dans un état d'esprit de victime presque permanent, je dirais, voilà, la personne, elle vient décourager, mais il faut comprendre que la victime, elle perçoit que c'est toujours la faute de l'extérieur. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de ma collègue de travail, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ce qui se produit, et là, évidemment, c'est une conférence de surpoids, mais si je ferais une conférence à propos des dépendances, ben on remplace le mot surpoids par dépendance, puis on obtient le même résultat, c'est-à-dire que la personne, elle se déconnecte d'elle-même. Donc, quand une personne est en surpoids, elle a perdu le contact avec elle-même. Et elle a de la difficulté à prendre contact avec elle-même. Parce qu'il faut comprendre que la protection, ce que je disais auparavant, la couche de protection, oui, elle peut servir stratégiquement pour éviter les attaques ou les persécutions ou tout ça, mais la couche de protection, elle empêche aussi de laisser venir des belles choses vers soi. Voyez-vous, c'est comme, ça bloque tout. Il n'y a pas de discernement. Si on pourrait avoir une couche de protection juste pour bloquer les persécutions, puis les attaques, super, puis l'amour, ben allez, on y va. Mais non, cette couche de protection-là, elle est pour tout. C'est-à-dire que la personne qui a peur de se faire persécuter, de se faire attaquer, si quelqu'un lui démontre une quelconque affection ou un quelconque amour,
dans sa tête, là, ce qu'elle pense, elle est en train de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe qu'il y a anguille sous roche? C'est comme si la personne a du mal à croire que quelqu'un peut être gentil avec elle, que quelqu'un peut être sincère avec elle, que quelqu'un peut être authentique avec elle. Elle a peur, et elle se méfie de tous. Parce qu'elle a des mémoires dans son programme d'enfance que, enfant, elle était ouverte, et tout à coup, boum, il est arrivé quelque chose, là, un adulte est arrivé, puis bang! Puis là, la personne, et évidemment, stratégiquement, après, l'enfant apprend à se protéger. Mais là, tu deviens méfiant de tout, même de ce qui est positif, même des gens sincères, même des gens qui t'aiment. Tu as du mal à recevoir. Maintenant, un des comportements des personnes qui est en surpoids que je vois souvent, c'est des gens qui vont être serviables, des gens qui vont être disponibles, des gens qui vont être généreux, qui vont aider, qui vont... Et bien que ceci soit naturel en eux, ils sont nés avec ça, ils vont plutôt chercher à l'utiliser dans un but de, si je donne, il n'y a pas de danger. Parce que qu'est-ce qui fait mal, enfant, c'est ce qui est venu vers vous. Ça fait mal, ce qui a été difficile. C'est pas ce que vous avez donné, c'est ce qui est venu vers vous. Voyez-vous? Donc, la personne, pour contrecarrer ça, elle va donner, elle va être disponible, elle va faire un peu tout pour les autres. Mais elle-même, on remarque que, elle a la difficulté à recevoir. Mais oui, bien sûr. Mais sa difficulté à recevoir, c'est parce que c'est sa protection qui l'empêche de recevoir. Donc, de nouveau, c'est stratégique. Mais même si la générosité, elle est naturelle chez la personne, si la personne fait preuve de générosité stratégiquement, c'est-à-dire justement pour éviter de recevoir, ce type de générosité va la mettre en difficulté. Mais ce type de générosité-là risque de la faire grossir encore plus. Puisque là, elle essaie d'être généreuse, et elle est généreuse, mais elle s'attend qu'elle va avoir un retour de la part des autres avec qui elle est généreuse. Et puis, ça ne vient pas. Mais en réalité, si on est un petit oiseau, qu'on regarde ça de l'extérieur, ça vient. Ça vient. La personne, elle se fait remercier, on l'apprécie, mais quand on lui dit merci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la main comme ça devant elle, elle repousse, inconsciemment, là. Elle repousse, puis elle dit, non, c'est rien, regarde, c'est naturel. Mais quand vous faites ça, c'est ce que vous avez donné qui cherche à revenir vers vous. Mais comme vous avez de la difficulté à recevoir parce que vous vous protégez, vous empêchez le truc de revenir. Après, là, quand vous retournez chez vous, là, puis vous pensez au truc, là, vous êtes fâché. Vous êtes fâché parce que vous dites, mais là, je suis généreux avec le monde, puis ça ne revient pas. Mais ça revient, c'est juste que parce que la personne a un réflexe, un mécanisme de protection, elle ne peut pas le recevoir. Puis quand là, la personne, elle va dire, oui, les gens me disent merci. Donc, rationnellement, oui, elle le sait. Mais ce qu'elle a donné, c'est venu du cœur. Donc, ce qu'elle reçoit doit retourner au cœur. Mais elle fait ça. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle a peur, elle se protège. Voyez-vous? Donc, la
personne est prise dans un cercle vicieux et tant qu'elle n'accepte pas de juste laisser venir à elle ce qui vient à elle, c'est ce qui veut dire de cesser d'entretenir des pensées de soit être persécutée ou d'être rejetée ou d'être mise de côté ou d'être abandonnée, tant qu'elle ne cesse pas d'entretenir ces pensées-là, elle tourne en rond dans un cercle vicieux. Et là, elle a beau essayer ce qu'elle veut, la perte de poids est pratiquement impossible. Alors, elle peut perdre du poids, mais elle va le remettre, c'est certain. Tant qu'elle n'a pas compris son mécanisme, tant qu'elle n'est pas allée voir dans son subconscient qu'est-ce qui s'est engrammé dans son enfance qui fait qu'aujourd'hui, elle se comporte de cette manière-là. Au niveau émotionnel, dans les programmes de perte de poids en général, on ne s'occupe pas de l'émotionnel. Hein? C'est-à-dire que oui, il y a l'alimentaire, exercice, puis vas-y. Puis oui, il y en a qui perdent, mais la très forte majorité du temps, ils remettent. Il n'y a que mais un petit pourcentage des gens qui stabilisent leur poids, qui arrivent à un poids santé, un poids satisfaisant, et qui ne reprennent pas le poids qu'ils ont perdu. Donc, les émotions, c'est quelque chose dont il est important de gérer, de s'occuper. Mais là, ce qui est agréable, là, c'est que les émotions dont vous allez vous occuper parce que vous allez aller voir à l'intérieur de vous, ça va vous servir pas juste pour mincir, ça va vous servir pour maintenir le poids que vous aurez perdu, ça va vous servir dans vos relations, ça va vous servir au niveau professionnel, ça va vous servir au niveau familial, ça vous sert partout. Donc, vous ne faites pas ça juste pour le poids. Vous le faites et c'est quelque chose dont vous allez bénéficier. Toute l'évolution que vous allez faire, vous allez en bénéficier partout dans votre vie. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire que, oui, je m'investis pour perdre du poids. Oui, j'accepte d'aller voir qui je suis vraiment. Et je tiens à vous dire que qui vous croyez être, puis qui vous êtes en réalité, un gros fossé. C'est-à-dire que vous vous jugez beaucoup trop sévèrement. Vous ne vous voyez pas dans la beauté qui vous habite, dans la bonté, dans la générosité, dans la lumière que vous avez, et vous ne vous voyez pas dans tout ce que vous avez à offrir aux autres. Parce que il y a des jugements d'autodévalorisation qui sont là, dans le subconscient. Et vous avez une idée que vous vous dévalorisez, mais c'est pas clair, hein? On n'est pas capable de l'identifier, de dire ouais, moi je ça, j'ai ça. Non, on n'est pas capable de l'identifier. Parce que ça nous demande d'entrer à l'intérieur de nous, d'entrer dans le subconscient, c'est-à-dire sous le conscient, puis d'aller déterrer ça. Mais on a peur de déterrer ça. Parce qu'on s'imagine, si je déterre ça, je risque de découvrir un monstre. Voyez-vous, vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes beau, vous êtes belle. Alors, il n'y a pas de monstre en vous, il n'y a que de la beauté. Mais c'est ce que vous pensez de vous prime. Et vous avez construit votre vie autour de ce que vous pensez de vous et non autour de ce que vous êtes. Et puis l'idée, quand on entre à l'intérieur de nous pour aller voir ces émotions et ces programmes là, avec lesquels on a engrammé à partir de notre enfance,
c'est justement pour refermer le décalage, pour se rapprocher au niveau d'estime de ce que nous sommes réellement. Parce que ce que nous sommes réellement, là, si on suit ça, là, il n'y en a pas de problème. Ça va être que des choses qui vont être agréables et satisfaisantes, enrichissantes. Aussi bien personnellement que dans nos relations avec les autres, que sur le plan financier. Vous n'avez pas idée du dommage qu'on se cause à nous-mêmes par ces pensées difficiles que nous entretenons à propos de nous-mêmes. Puis oui, on a peur d'y aller parce qu'on s'imagine, là, je ne suis pas pour aller visiter ça, là, c'est comme une maison hantée. Non. Quand on va voir ça, c'est le contraire qui se passe. On se libère. Mais en même temps, il faut être prêt à dire, j'accepte de voir la beauté qu'il y a en moi, j'accepte de voir la lumière qu'il y a en moi. Et ça fait aussi peur que d'aller voir les jugements qu'on a envers nous-mêmes. Donc, il y a cette dualité qui fait que, voilà, je résiste. C'est normal, on résiste. Pourquoi? Parce que si vous allez voir en vous ce qui est là, ça va automatiquement vous placer sur le chemin de l'inconnu, du non-connu. Ben là, attends, l'inconnu, là, wow, voyez-vous, ça risque d'être négatif? Non. Quand vous allez voir à l'intérieur de vous, oui, vous allez sur le chemin de l'inconnu. Mais l'évolution, elle est sur le chemin de l'inconnu. Il n'y a pas de repère dans l'inconnu, c'est vrai. Mais du fait qu'il n'y ait pas de repère, c'est super. On ne va pas se rattacher à « je ne suis pas intéressant »,« je ne suis pas beau »,« je suis gros »,« je suis insignifiant »,« je ne suis pas important pour les autres »,« on ne me reconnaît pas ». Non, sur le chemin inconnu, on ne peut pas se raccrocher à ça, parce qu'on n'a plus de balise. Et c'est là qu'on évolue. Et évidemment, quand on a le courage d'aller sur ce chemin, on vit des nouveaux résultats. Mais les nouveaux résultats, quand je dis nouveaux, on n'a jamais eu ces résultats-là. On vit de nouveaux résultats et là on s'aperçoit, on reste surpris. Oh wow! Je ne croyais pas que ça pourrait être aussi beau que ça. C'est comme si on ne l'avait jamais imaginé. Mais c'est ça l'évolution. On se surprend. On se surprend à vivre des expériences nouvelles, mais qui nous montrent que c'est beaucoup plus agréable qu'antérieurement. Donc, il y a tout ce chemin-là, et dites-vous bien, là, il y en a qui peuvent penser, mais oui, mais là, si je change ma famille, il arrive quoi avec ma famille si je change, voyez-vous? Je vais vous dire tout de suite. Les changements se font petit à petit. De sorte que si vous le vivez en équilibre, si vous n'êtes pas dans le besoin de démontrer aux autres, regarde ce que je suis en train de faire, regarde qui je deviens, si vous le faites graduellement, tout demeure stable. Et dites-vous bien qu'évoluer veut dire que vous allez vous sentir plus proche de vos bien-aimés, des membres de votre famille, de vos amis. Vous allez vous sentir plus présente, plus en contact, meilleur contact, d'accord? Mais quand on débute là, dans ça, on se dit, ben là, ouais, mais tout à coup que si je change, les autres m'aimeront plus, voyez-vous, mais dans les autres m'aimeront plus, il faut comprendre que derrière ça, là, dans votre subconscient,
vous avez des sérieux doutes d'être aimable. Et c'est pour ça que... Donc, il y a encore cette dépendance, si vous voulez, face aux autres. Mais petit à petit, dans le cheminement, puis j'ai l'expérience, j'ai des années d'expérience où j'aide les gens à avancer pas par pas, et ça se fait dans un équilibre des plus complets. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'en aller chez vous ce soir, là, puis bon, là, ça change, puis là, tu vires la maison à l'envers. Non. Non, 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 non. C'est petit à petit. Et de toute façon, ce chemin-là, il se fait à l'intérieur de vous. Il n'y a personne, si vous le voulez, là, il n'y a personne qui va être au courant du chemin intérieur que vous faites. Le chemin intérieur que vous faites, c'est les autres à l'extérieur de vous qui vont vous montrer vos progrès. Parce que vous allez voir les autres changer. Donc, celui ou celle auparavant que vous interprétiez, qui avait un comportement où vous ne saviez jamais qu'est-ce qu'il ferait, donc imprévisible, oh, vous allez voir, ça commence à disparaître. La personne, elle est plus stable émotionnellement. On se demande quasiment, est-ce qu'elle est allée suivre une thérapie en cachette? Non. C'est vous qui changez dans vos perceptions des choses parce que graduellement, vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement. Et en vous rapprochant, vous allez voir à l'extérieur. D'accord? L'extérieur, c'est le baromètre. Donc, c'est quelque chose qui devient intéressant, mais oui, il faut du courage parce qu'on a des peurs à traverser, parce que ce qu'on pense de nous, en termes de dévalorisation, c'est ça qui nous fait peur. C'est ça qu'on garde notre couche. C'est ça qui fait que nous gardons la couche de protection. Donc, les émotions, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui dirige toute notre vie. Moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont éduqué. Fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Mais ils ne m'ont jamais dit fais attention à ce que tu penses. Parce que c'est à partir de ce que tu penses que tu vas construire ta vie. Et que toutes les pensées difficiles, négatives que tu as, que ce soit envers toi ou envers les autres, tu vas récolter les résultats de ces pensées négatives. Voyez-vous? J'ai pas reçu cette éducation, et je pense pas que vous avez reçu aussi cette éducation. Mais j'en veux pas à mes parents, parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. C'est moi qui ai réfléchi, qui s'est questionné. Mais réfléchir, mais je vous dirai pas le nombre de milliers d'heures où j'ai cherché, mais vraiment en moi, parce que je n'ai pas trouvé ça dans les livres. Et là, j'ai compris l'importance des pensées. Et il y a une parole de la Bible qui dit « Purifiez le foyer de vos pensées et vous verrez le royaume de Dieu. » Mais bon, le royaume de Dieu, là, c'est pas je meurs, là, je me désincarne, j'arrive au ciel, je frappe à la porte, puis on décide si j'entre ou si je m'en vais à l'enfer. Voyez-vous? Le royaume de Dieu, il est sur terre. Le royaume de Dieu, il n'est pas dans une église. Il n'est pas dans un lieu physique. Le royaume de Dieu, il est dans un lieu vibratoire. Et la seule place où ça vibre pour vous sur terre, c'est ici. Le royaume de Dieu, il est là. Donc, si je m'enferme, je suis enfermé, donc je suis en enfer. Et si je m'ouvre, voilà, c'est le royaume de Dieu. Et
royaume de Dieu, ça se traduit par la joie, la fraternité, de l'amitié, de la charité, du partage. C'est ça, le royaume de Dieu. Donc, rien de religieux, d'accord? C'est quelque chose qui vit à l'intérieur de soi. Mais en même temps, pour le vivre, on doit être en mesure de s'aligner. Et au minimum, ce à quoi il faut renoncer, c'est aux pensées difficiles de nous-mêmes, les jugements qu'on peut avoir de nous-mêmes. À partir du moment où on dit non, je ne vais plus là, on se rapproche. On se rapproche et on est en train de créer ce royaume de Dieu à l'intérieur.